Il est surnommé le Maverick, le franc-tireur de la politique américaine, connu pour avoir été candidat à la présidentielle de 2008 qu'il a perdu face à Barack Obama. Il est toujours considéré aujourd'hui comme un personnage politique influent. Le sénateur John McCain est avec nous ici depuis le Forum sur la sécurité internationale d'Halifax au Canada. Sénateur McCain, merci d'avoir accepté notre invitation. On se souvient encore très bien de votre candidature à la présidentielle de 2008. 6 ans plus tard, diriez-vous que cette expérience a constitué un obstacle ou qu'elle vous a été utile ? Je crois qu'il était utile que je me présente à la présidentielle américaine. Mais je dois dire aussi qu'après cette nuit électorale, je n'imaginais certainement pas que le monde ressemblerait à cela aujourd'hui. Il y a eu une détérioration drastique de la situation sécuritaire et une diminution profonde de l'influence américaine. Nous avons demandé aux internautes de nous envoyer leurs questions et beaucoup d'entre eux veulent savoir si vous allez vous représenter à la présidentielle. Non. Absolument pas ? Non, je pense que 2 fois c'est suffisant pour les électeurs. Mais dans le Parti républicain, il n'y a pas tellement de meneurs, de favoris qui se dégagent pour le moment. Si vous deviez citer 3 prétendants, qui choisiriez-vous ? Je ne soutiendrai personne tant que je ne sais pas sur quoi sera faite la campagne. Mais disons que l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, est un candidat très probable. Je peux citer aussi mon cher ami Lindsey Graham, qui est l'une des personnes les mieux informées sur les questions de sécurité nationale en Amérique. Marco Rubio de Floride est une étoile montante aussi très impressionnante. Quels seront, selon vous, les enjeux majeurs de cette élection ? Il y a 6 mois, nous aurions parlé d'économie, d'énergie, et on en parle toujours, bien sûr. Nous aurions parlé des services de santé. Mais aujourd'hui, la question de la sécurité nationale, de la politique étrangère a pris énormément d'importance. Nous allons, je pense, avoir affaire pendant un certain temps à ce groupe État islamique, ce mouvement extrémiste musulman. Donc la sécurité nationale, la politique étrangère sera à mon avis l'un des 2 ou 3 enjeux majeurs de la prochaine campagne présidentielle. Une question plus légère à présent de Dom Lundo. Il vous demande si vous rêvez toujours de la Maison-Blanche. Est-ce que j'en rêve encore ? Non, non. Je ne rêve pas de la Maison-Blanche. La meilleure cure pour se remettre d'une défaite, c'est de s'occuper. Je suis donc retourné immédiatement au Sénat, où j'ai fait en sorte d'être le plus occupé possible. Vous savez, avoir eu l'honneur d'être choisi pour représenter le Parti républicain à la présidentielle, c'est quelque chose. J'ai terminé dans les 5 derniers à l'Académie navale. Mon supérieur n'aurait certainement pas prédit une telle chose. Le choix de Sarah Palin comme colistière en 2008 avait suscité la controverse. Assumez-vous toujours ce choix ? Elle nous a donné une dynamique. Elle nous a permis de progresser dans les sondages. Elle a été attaquée férocement par la gauche libérale. C'est comme cela que ça se passe dans la politique américaine. Mais je n'avais encore jamais vu des attaques aussi injustes. L'atmosphère à Washington est assez délétère, en particulier depuis que Barack Obama a annoncé sa réforme sur l'immigration. Quelle est la gravité de la situation à Washington ? Je pense que la situation est grave, mais les républicains doivent comprendre qu'on ne peut pas entrer dans une logique œil pour œil, dent pour dent avec le président Obama. Nous avons désormais des majorités dans les 2 chambres. Nous devons montrer au peuple américain que nous pouvons gouverner. Mais nous ne pouvons pas nous enliser en montrant que nous sommes uniquement le parti du non. Le peuple américain veut le parti du oui. Question à présent d'Abel Alemeke. Dans quelles circonstances soutiendriez-vous un nouveau shutdown du gouvernement ? Dans aucune circonstance. Je ne vois pas de circonstances qui pourraient justifier un autre shutdown du gouvernement, auquel j'étais d'ailleurs opposé à l'époque.
Il y a pourtant des membres de votre parti qui le préconisent. Mais ils ne sont pas majoritaires. La direction du Parti républicain a dit qu'il n'y aurait pas de shutdown. La dernière fois, 600 000 touristes, la plupart des Européens, n'ont pas pu visiter nos parcs nationaux ou le Grand Canyon en Arizona. Les résultats des élections de mi-mandat montrent que vous allez être très probablement le prochain président du comité des forces armées du Sénat. Vous allez avoir un rôle clé en politique étrangère. Quelles sont vos priorités en matière de défense ? Tout d'abord, nous devons, selon moi, abroger le mécanisme du séquestre, ces coupes automatiques dans les dépenses du budget de la défense. Nous sommes en train de décimer notre armée et j'ai cru comprendre, en entendant les chefs militaires, que je n'étais pas le seul à exprimer cette opinion. La deuxième chose, c'est que nous devons faire tout notre possible pour restaurer le leadership américain, ce qui signifie que nous devons diriger. En d'autres termes, nous devons avoir une politique ferme. Tout d'abord, vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui doit comprendre qu'il ne peut pas étendre son pouvoir comme cela en Europe. Le deuxième point, c'est que nous devons vaincre le groupe État islamique. Le président dit que nous devons vaincre ce groupe, mais il n'a aucune stratégie. Nous allons donc travailler très dur pour imposer une stratégie afin d'affaiblir et de vaincre cette organisation. Nous allons revenir sur tous ces points, mais avant cela, que dites-vous à vos détracteurs qui vous décrivent comme un faucon ? L'ancien président Jimmy Carter a dit récemment que vous étiez un belliciste. Que lui répondez-vous ? Je réponds en disant « dites-moi quand je me suis trompé ». À ces gens, je leur dis qu'ils se sont trompés à chaque fois. Vous avez soutenu la guerre en Irak. J'ai dit que si nous ne laissons pas une force résiduelle en Irak, nous allons nous retrouver avec cette situation d'échec. J'ai dit que si nous ne résistions pas à Vladimir Poutine en Ukraine, il allait poursuivre sa progression vers le sud et renforcer son contrôle sur l'Est ukrainien. À chaque fois, j'ai eu raison et ils ont eu tort. La guerre en Irak en 2003, c'était... Le vote sur la guerre en Irak en 2000. Quand il y a eu ce vote, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique s'est rendu au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Congrès américain et il a dit que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. J'ai cru cette information. Encore plus important, j'ai dit, quand George Bush était président, qu'il devait virer son secrétaire à la Défense, que la stratégie était en train d'échouer, que nous devions envoyer de nouvelles troupes. Et c'est ce qui s'est produit, et la situation a été stabilisée. Et selon les anciens secrétaires à la Défense, Panetta et Gates, ainsi que Ryan Crocker, nous aurions pu laisser une force résiduelle en Irak. Le président voulait que les soldats partent, c'était son point de vue. Mais les Irakiens, le gouvernement irakien voulait... Les Irakiens voulaient qu'on soit là-bas. J'étais face à Maliki dans son bureau quand il m'a dit « Oui, nous allons conserver une force résiduelle ». Combien de soldats? Nous ne lui aurions même pas dit la quantité de soldats ni même l'objectif de la mission. Encore une fois, vous pouvez citer qui vous voulez, mais les personnes les plus crédibles que je connaisse en Amérique, Ryan Crocker, Leon Panetta et Bob Gates, tous les trois ont dit que nous aurions pu laisser en Irak une force résiduelle. Nous aurions pu. Maintenant, si vous ne voulez pas les croire, faites comme vous voulez. J'ai prédit ce qui allait se passer. Et je le dis aujourd'hui, si nous ne laissons pas une force résiduelle en Afghanistan, nous allons avoir la même issue qu'en Irak. Et aujourd'hui, on voit l'État islamique qui contrôle le territoire le plus grand, le plus riche et le plus puissant de l'histoire des groupes terroristes. Et nous n'avons pas de stratégie. Donc votre stratégie, c'est que les États-Unis envoient des troupes au sol et dirigent une intervention militaire. Non, il faut livrer des armes directement aux Peshmerga, établir une zone d'exclusion aérienne en Syrie, armer et équiper l'armée syrienne libre. Il faut davantage de contrôleurs aériens sur le terrain, davantage de forces spéciales en Irak pour atteindre nos objectifs. Nous devons aussi nettement intensifier la campagne de bombardement aérien. Il y a eu peu de frappes jusqu'ici. Il y a clairement un aspect militaire, mais aussi idéologique dans cette bataille contre l'État islamique, qui est de plus en plus populaire. S'il y avait une campagne militaire, ne risquerait-il pas d'en ressortir renforcé ? Comment pouvez-vous lutter contre l'idéologie de ce groupe ?
Eh bien, de la manière dont nous les combattons aujourd'hui. Quand nous avons envoyé de nouvelles troupes en Irak et que nous avons stabilisé la situation, l'État islamique n'existait pas encore à l'époque. Il y avait des restes d'Al-Qaïda. Et nous avions dit à tout le monde à ce moment-là ce qui risquait d'arriver. Nous avons vu l'État islamique se développer. C'était flagrant. Cela pouvait surprendre le président et de nombreuses personnes, mais nous l'avions prédit. Nous avons vu l'État islamique se développer et nous avions dit que ça allait se passer comme ça. Donc ce groupe doit être vaincu militairement et en même temps nous devons faire plein d'autres choses. Les questions économiques, politiques et idéologiques ont besoin d'une réponse permanente. Mais tout d'abord, il faut battre l'État islamique militairement. Du coup, des jeunes hommes et femmes devraient cesser d'aller dans ces pays pour faire le djihad. S'ils sont sûrs qu'ils vont mourir là-bas, ils vont certainement arrêter d'y aller. Mais la raison pour laquelle le groupe État islamique parvient à les attirer, c'est qu'il est en train de gagner. C'est la raison pour laquelle le groupe réussit à recruter. Car ces candidats au djihad veulent faire partie d'une cause gagnante. C'est pourquoi il y a cette organisation extrémiste en Égypte qui vient juste d'annoncer son allégeance à l'État islamique, car elle veut faire partie d'une cause gagnante. L'État islamique doit être vaincu. Vous avez évoqué l'Ukraine tout à l'heure. Revenons sur ce point. Vous avez dit que l'armée ukrainienne devrait être soutenue avec des armes. N'est-ce pas un peu risqué? On ne sait pas quelles sont les intentions de Vladimir Poutine. Cela pourrait être une déclaration de guerre totale? Qu'est en train de faire Vladimir Poutine? Ils ont pris la Crimée. Ils ont consolidé leur position dans l'est de l'Ukraine. Ils ont envoyé au cours des 2 dernières semaines des chars et des équipements supplémentaires en Ukraine. Ils ont tué plus de 4000 soldats ukrainiens. Et vous avez peur de provoquer Vladimir Poutine? Vous êtes folle? Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de gagner. Look what he's doing. He is winning. He is winning. He is, for the first time, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pays est en train d'être démembré en Europe et nous ne leur donnons pas d'armes pour se défendre. J'étais à Maïdan. J'ai vu 300 000 personnes dans un froid polaire qui ne veulent pas faire partie de la Russie. Ils ne veulent pas voir leur pays être démantelé comme il l'est aujourd'hui. Et ils méritent qu'on leur fournisse de l'aide en leur donnant des armes. Alors, penser qu'on ne devrait pas les aider et craindre de provoquer Vladimir Poutine, Vous ne seriez pas préoccupé d'avoir une guerre totale avec la Russie? Il n'y aura jamais de guerre totale avec la Russie. Je ne vois aucun scénario qui peut aboutir à cela. Mais ne serait-ce pas une bonne chose que les Ukrainiens, qui assistent à l'invasion de leurs terres, aient des armes pour se défendre? C'est une tradition des États-Unis d'Amérique d'aider ceux qui se battent contre l'invasion et l'agression. Maintenant, ce n'est peut-être pas la vôtre, mais c'est certainement une tradition aux États-Unis d'Amérique. Une question à présent de Bobby Laroche Nkabayo. En dehors de la politique, que pensez-vous personnellement du président Vladimir Poutine? I think he is what he is. He's an old KGB apparatchik. Je pense qu'il est ce qu'il est. C'est un ancien apparatchik du KGB qui veut restaurer l'Empire russe. Il utilise le terme « Nouvelle Russie ». Il n'y a pas de doute sur ce qu'il est. Au passage, j'ai été sanctionné par M. Poutine et j'en suis fier. Il est comme cela. Pourquoi chercher plus longtemps? George W. Bush a dit qu'il avait regardé dans l'âme de Vladimir Poutine. Je le cite, « J'ai regardé l'homme dans les yeux et j'ai trouvé qu'il était digne de confiance et franc. » Et vous savez ce que j'ai dit à l'époque? J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu 3 lettres. KGB. Que pensez-vous des sanctions et de la réaction de l'Europe? Je pense que les sanctions sont bonnes. Quand je me mets dans la peau de Vladimir Poutine et que je regarde les sanctions qui m'ont été infligées, je me dis, maintenant que j'ai la Crimée, maintenant que j'ai l'Est de l'Ukraine, que j'ai intimidé d'autres pays de l'Europe de l'Est, si je suis Vladimir Poutine, je me dis que je m'en sors plutôt bien. Aujourd'hui, le prix du pétrole est le plus gros problème de Poutine. Mais ça n'a rien à voir avec les sanctions. Les sanctions ont été minimes. Les Européens ne feront rien de bien efficace tant qu'ils dépendent de l'énergie russe. Vous venez de décrire les sanctions comme une plaisanterie. Vous maintenez cela? Eh bien oui, je le maintiens. Quelqu'un doit me dire ce qu'ils ont fait. Que voulez-vous que fassent les Européens? J'aimerais que les Européens, en particulier à travers l'OTAN,
fournissent des armes aux Ukrainiens afin qu'ils puissent se défendre contre l'agression russe. Vladimir Poutine a aujourd'hui le contrôle de l'Est de l'Ukraine. Il a récemment envoyé des chars et des équipements supplémentaires en Ukraine et il est sur le point de prendre Mariupol. Donc il a un pont de terre vers la Crimée. Et puis il va regarder le prix qu'il doit payer pour aller en Moldavie. C'est le vieux style de la guerre froide. Donc vous pensez que son but est de rétablir le pouvoir dans les pays de l'ancien bloc de l'Est? Restaurer l'Empire russe. Pour lui, ce n'est pas un bloc, c'est l'Empire russe. Nouvelle Russie. C'est ce qu'il dit tout le temps. Pourquoi ne pourrait-on pas l'envisager? D'accord, nous allons passer rapidement aux autres points chauds dans le monde. La question palestinienne d'abord. Les diplomates américains ont tenté de relancer le processus de paix, mais pourquoi cela semble toujours hors de portée? Je pense qu'il y a de nombreuses raisons, et notamment que les événements dépassent la seule question palestinienne-israélienne. Quand on regarde l'État islamique, quand on regarde l'extrémisme musulman, qui influence aussi les Palestiniens, on comprend qu'une partie du problème est que le Hamas est toujours là, à Gaza, et ils se sont engagés à la destruction d'Israël. De temps en temps, nous voyons des flambées de violence. Et nous remercions Dieu pour le dôme de fer, sinon nous aurions assisté à un carnage en Israël. Je pense que de toute évidence, les deux côtés portent une responsabilité dans la violence, mais nous devons toujours essayer de trouver des solutions. Plusieurs États européens ont décidé de reconnaître l'État palestinien. Quel est votre avis sur ce point? Ce ne sera jamais la politique des États-Unis. Nous allons maintenant aborder brièvement la question iranienne. Nous avons reçu cette question d'Emir Abbas et il demande, évidemment ce sont ses mots, est-ce que les politiciens américains sont conscients de la pression qu'ils mettent sur le peuple iranien? Je vous serai reconnaissant si vous me donnez une réponse franche et crédible. J'essaye toujours de donner des réponses franches. Les Iraniens trichent depuis longtemps. Ils dissimulent depuis longtemps leur capacité nucléaire. Ils continuent de fabriquer des ogives et des missiles capables d'emporter des armes nucléaires. Si l'administration continue ainsi, nous sommes au bord d'une catastrophe. Pendant ce temps-là, l'Iran déstabilise le Yémen. Ils livrent des armes. Ils ont motivé le Hezbollah. Ils ont donné des ordres au Hezbollah en Syrie pour qu'il tue des Syriens. Ils sont responsables d'attaques contre des installations américaines, comme cela l'a été avec l'USS Cole. Et ils tentent d'exercer une influence supplémentaire dans la région, comme le Bahreïn et d'autres. Notre objectif ne devrait pas être de retarder leurs capacités. Il devrait être d'empêcher l'acquisition d'armes ou le développement d'armes nucléaires. Aujourd'hui, les grandes déclarations que nous entendons sont pour moi une très mauvaise affaire. Le monde de la politique est évidemment celui où vous avez besoin d'un maximum d'endurance. Vous étiez un prisonnier de guerre pendant 5 ans et demi au Vietnam. Est-ce que cette expérience vous sert encore? Vous souvenez-vous de tout cela lorsque vous êtes confronté à de dures journées au Sénat? Je m'en souviens parce que j'ai pu observer 1000 actes de courage et de bonté qui existaient entre mes compagnons de captivité et moi-même. Je regarde en arrière et je vois l'une des plus belles expériences de ma vie. Parce que ceux que je connais le mieux, ceux que j'aime le plus, sont ceux avec qui j'ai pu servir dans des conditions très difficiles. J'étais un militaire professionnel et c'est l'un des risques que vous prenez lorsque vous servez votre pays dans l'armée. Nous allons terminer avec une question d'un des membres de nos médias sociaux et c'est une question philosophique. Le rêve américain existe-t-il toujours en 2014 et comment le définiriez-vous? Je pense que le rêve américain existe toujours et je suis très confiant sur notre indépendance énergétique. Les emplois manufacturiers sont de retour, notre économie se redresse. Il y a beaucoup de patriotisme et une très belle et jeune génération d'Américains
qui sont en train de prendre un rôle de leadership en Amérique. Donc, dans l'ensemble, je suis optimiste pour les États-Unis et pour notre rôle dans le monde. En ce moment, je suis profondément bouleversé par le massacre tragique de 200 000 victimes syriennes dont nous sommes spectateurs. Sénateur McCain, merci beaucoup. Thank you.